Merci de cette formidable initiative. Merci de ces initiatives. Et la tâche est un peu compliquée. Compliquée aussi parce qu'elle nous renvoie à cette contradiction, finalement, cette position, c'est qu'on a des paroles collectives et que là on ramène la parole finalement à des individus, c'est-à-dire en fait à des paroles individuelles autorisées. Voilà. Et finalement, il y a des effets de l'autorisation de certaines qui peuvent parler à titre individuel, qui sont convoqués à ce titre-là, d'une certaine manière, et d'autres qui construisent de la parole collective. Voilà. Et du coup, il y a un effet aussi de dissonance dans cette affaire qui rend les choses un peu compliquées pour difficile aussi un petit peu à chaud. Voilà deux, trois choses qui me venaient en écoutant et en voyant aussi ces expériences. D'abord, la première chose qui me paraît absolument cruciale, c'est combien ces expériences nous renvoient en pleine figure la question démocratique et nous renvoient en fait une première image qui est celle non pas de famille démissionnaire mais d'institutions démissionnaires sur la question de la démocratie. Avec finalement deux dimensions dans ce problème. C'est une démission des institutions si on attend effectivement des institutions qui les animent une logique démocratique. Combien les institutions régressent sur des logiques de gestion qui finissent par privatiser la chose publique, par privatiser l'espace public, par monopoliser finalement et la parole et les problèmes, et combien effectivement les initiatives qui se construisent ont besoin pour se construire, mais c'est un des vrais ressorts et un des vrais moteurs de cette construction, de faire valoir d'autres problèmes qui arrivent par ailleurs, qui arrivent par d'autres voies, qui vont créer des scènes, des espaces dans lesquels on va pouvoir discuter, combien les différents collectifs cherchent à organiser des espaces de la discussion autour des problèmes qu'ils amènent. L'un des effets de cette démission des institutions, c'est à travers la privatisation finalement de la chose publique, cette omnipotence possible du pouvoir, ou des institutions, cette concentration du pouvoir et ces effets d'autorisation de l'arbitraire du pouvoir. Dans la question qui était posée par exemple dans la sortie scolaire avec nous, c'est-à-dire qu'on voit bien combien une circulaire dont vous dites la loi c'est la loi, c'est-à-dire on pourrait attendre d'un texte général qu'il rompe avec l'arbitraire, qu'il pose une règle collective, et bien on voit bien combien finalement le pouvoir ne peut même pas assumer là pour le coup, et dans la façon de ne pas assumer, garde un pouvoir d'arbitraire absolument phénoménal. Et que finalement la dénonciation de cet arbitraire, c'est un des ressorts tout à fait importants de la mobilisation, me semble-t-il. Deuxième point peut-être que je voulais noter, c'est j'ai été frappé aussi, c'est-à-dire en écoutant ces quatre expériences, du fait que les ressorts de la mobilisation sont au fond très proches, me semble-t-il, sur beaucoup de plans. D'abord, il y a un des ressorts, c'est quel est l'objet en fait, contre quoi il s'agit de se lever, de se mettre debout. C'est d'abord, me semble-t-il, des enjeux d'assignation, avec à la fois des assignations d'une image, c'est la question des stigmatisations, on en parlait encore là dans le collectif de Perpignan, à la fois donc se dresser contre une stigmatisation et une image qui colle à la peau, et à la fois contre des processus concrets, pratiques de discrimination, c'est-à-dire combien cette stigmatisation et cette assignation ont des effets quotidiens sur la privation des droits les plus normaux, les plus élémentaires, et donc combien cette privation des droits fabrique des statuts d'exception pour certaines catégories de citoyennes et citoyens. Le deuxième élément de ces ressorts, me semble-t-il, enfin, que moi je retenais, c'est cette question de la puissance. Plusieurs d'entre vous ont utilisé le terme de la force pour parler. Et il me semblait que c'était lié à la fois à la question collective, c'est-à-dire combien le collectif produit de la force parce qu'il autorise. Il autorise à prendre la parole, il autorise à s'entraîner à prendre la parole, parce qu'il va falloir l'apprendre finalement, cette prise de parole. Il autorise à passer de la timidité et où on reste chez soi, j'entendais aussi à venir dans l'espace public, dire ce qu'on a à dire ce qu'on pense de la situation. Donc c'est la puissance du collectif, finalement, d'autoriser cette arrivée sur la scène publique. Et le deuxième élément, c'est aussi que cette force, elle puise beaucoup de ressorts, dans la force du quotidien, c'est-à-dire combien tenir dans la vie au quotidien
tenir quand on est dans une vie compliquée, quand on est dans un quartier stigmatisé, quand on est, etc., quand on doit simplement tenir dans la vie, combien là, il y a des ressorts, finalement, qui vont permettre, à un moment donné, en les déplaçant dans l'espace public, de venir construire les choses. Et ça me paraît important parce que une des questions qui nous était posée, finalement, autour de cette première table ronde, c'est la question de la République, la question des valeurs collectives, etc. Il me semble que ce que nous montrent ces exemples de mobilisation, c'est combien ces valeurs collectives, elles peuvent prendre sens et force à partir de cet ancrage dans l'expérience quotidienne. Il me semble que là, c'est vraiment un ressort majeur, et vous l'avez formidablement dit, hein, dans l'expérience de celles et ceux qui luttent, mais dans l'expérience des enfants aussi. C'est-à-dire combien le fait de nouer cette parole et cette construction d'une parole sur les valeurs à de l'expérience quotidienne, y compris de l'expérience, et d'abord de l'expérience des luttes, combien ça génère de la fierté dans le regard des enfants, sur les parents, sur le quartier. C'est-à-dire combien se construit de la fierté, combien se construit de l'adhésion possible à des valeurs morales tout à fait fondamentales de l'égalité. Alors, à partir de là, le problème de ces valeurs, et on revient à cette question du problème de la démocratie, c'est qu'évidemment le discours sur les valeurs, ça a été dit aussi dans les réactions, il est absolument monopolisé, et monopolisé pour, d'une certaine manière, y compris transformer ce qui pourrait être des valeurs fondamentales en une espèce de dogmatique dans laquelle on est contraint à adhérer formellement. Et ce qui me frappe aussi, de ce point de vue-là, c'est que chacun des collectifs, d'une certaine manière, a à un certain moment mis en avant l'adhésion aux valeurs de la République, donné des gages, d'une certaine manière, de la possibilité d'adhérer à ce discours-là. Et moi, je l'entendais à double sens, c'est-à-dire, d'une part, je pense que c'est une contrainte qui s'exerce sur nous, c'est-à-dire que pour prendre la parole sur ces questions ou sur des questions chaudes, des questions conflictuelles, nous sommes contraints de donner des gages que oui, d'accord, c'est du conflit, mais nous ne voulons pas la guerre. Oui, d'accord, nous parlons de démocratie, mais nous ne nions pas la République, etc. C'est une contrainte qui s'exerce et qui rend les choses particulièrement compliquées. Parce qu'il va falloir qu'on parle République, alors que ce nom, aujourd'hui, de République, concentre des choses qui sont éminemment discutables, mais le fait même de le mentionner fait qu'on les rend indiscutables, d'une certaine manière. Nous sommes pris un peu dans ce paradoxe, combien l'invocation du nom de République va rendre indiscutable un certain nombre de choses qui sont censées être des valeurs communes. Et ce qui me paraît dans ce mécanisme-là, c'est que dans cette concentration-là, c'est le commun qui disparaît. C'est que si on ne le reconstruit pas à partir de nos conflits concrets, effectivement, c'est le commun qui disparaît. Et on fétichise finalement beaucoup plus un certain nombre de valeurs qu'on a le souci de les produire ou de les construire finalement dans l'expérience quotidienne. Dernière chose que je dirais, passer la parole, c'est qu'il me semble que dans un des enjeux des luttes qui me frappait dans ces expériences-là, c'est que face aux stratégies des institutions, en fait elles sont très liées aux stratégies des institutions. C'est que pour garder au fond le monopole de la définition des problèmes, pour garder le monopole de la parole légitime, les institutions passent leur temps à flouter, à rendre flou les problèmes, à effacer, à garder les scènes pour jouer la décision à huis clos. D'accord ? C'est-à-dire on passe son temps, on revient à cette logique de la privatisation, cette privatisation. Il y a une énergie considérable qui est mise par les agents publics, par exemple, ou les agents ou les professionnels de l'action publique, à flouter, effacer, au fond, tout ce qui pourrait constituer des ressorts concrets, pratiques de la mobilisation. Et j'entends l'énergie formidable que ça demande pour un collectif ou pour des gens pour prendre la parole, de reconstituer des scènes, reconstituer des problèmes, reconstituer, réhabiter les mots concernant les valeurs, etc. Cette énergie que ça demande, et en fait c'est ça la question, l'énergie démocratique au fond, c'est-à-dire de reconstituer finalement des choses qui peuvent être des supports pour fabriquer du commun. Merci. Bonjour à tous. J'avoue que je suis bien ennuyée d'être ici derrière la table et vous en face. J'aurais bien préféré qu'on soit tous autour et qu'on puisse discuter.
parce que comme vient de le dire Fabrice, je ressens la même chose, on apprend, on entend, on participe comme ça en écoutant les luttes qui se mènent ici et là, et en tant qu'universitaire, on a évidemment des choses à dire, mais n'importe tout le monde ici dans la salle, je pense, a des réactions à apporter par rapport à ce qui s'est dit. Alors, je ne suis pas sûre que ce que j'ai à apporter moi comme réaction soit plus pertinent, et ce qu'a dit Fabrice déjà va tout à fait dans le sens que je dirais moi-même. Alors, si je peux ajouter quelque chose, je dirais que peut-être on est actuellement dans un moment assez intéressant du point de vue de l'écoute qu'on peut trouver, ou de l'oreille qu'on peut trouver dans certains endroits pour des combats qui sont les vôtres et que vous avez commencé à exposer, puis qui vont être continués dans toute la journée. Vous avez parlé des valeurs de la République, et ces valeurs ont effectivement été aussi bien au niveau du gouvernement qu'à différents niveaux du pays, de l'organisation institutionnelle du pays. Elles font l'objet de débats et de combats. C'est-à-dire que ce qui se mène ici, moi, ça me frappe aussi, ce qui se mène à l'échelle d'un quartier, au petit bar, dans tel quartier de Nîmes, etc., ça se répercute à d'autres niveaux de notre système institutionnel. Pour l'instant, c'est ce qu'a produit Charlie. Charlie a produit énormément d'effets, et pas seulement en donnant l'impulsion au petit bar, en disant mais comment, on parle d'égalité, on parle de, je dis le petit bar comme exemple de ce qu'on vient d'entendre, hein, on parle de laïcité, on parle de fraternité, et nous, et nos enfants. On nous coince dans un collège dont on ne veut pas, ou un collège qu'on appelle ghetto. Après tout, le Premier ministre lui-même a parlé d'apartheid. Il y a des situations d'apartheid, elles sont connues. Eh bien nous, on n'en veut pas, et à ce moment-là, on est complètement à l'unisson avec d'autres forces dans le pays, y compris des forces organisées, mais dont on n'entend pas beaucoup le discours, ou pas assez en tout cas, et qui dénoncent ces situations de ghetto et d'apartheid. Et on dit mixité, moi j'ai été frappée de voir, voilà, le slogan qu'ont trouvé le collectif du petit bar, qui est génial, c'est égalité pour tous. Ah bah, égalité, c'est forcément pour tous, en principe. Oui, mais égalité pour tous, vraiment. Il y a quelque chose dans cet ajout du pour tous qui montre, qui est très critique par rapport à l'usage habituel qui est fait du mot d'ordre d'égalité. Et c'est comme quand l'autre collectif, celui de Perpignan, je disais, je crois, dit « Ah oui, on voit sur tous les collèges et sur toutes les écoles liberté, égalité, fraternité, parlons-en, faisons-le ». Et c'est vrai que toute une part de la question sur refonder la politique d'intégration, réengager la lutte contre les discriminations si jamais elle a été engagée, en tout cas la mettre en œuvre vraiment, ça passe tout simplement par prendre au sérieux les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Et il y a un débat là-dessus et un combat. Par exemple, moi, pour ma part, j'ai suivi ce qui se fait dans l'éducation nationale d'une académie voisine. Ces thèmes-là portent beaucoup parmi les enseignants aussi, ou parmi certains cadres de l'éducation nationale. Les gens du petit bar, le collectif du petit bar, je crois le sait, puisque les enseignants sont à vos côtés, hein. Ceux qui sont actuellement mobilisés dans le collectif du petit bar trouvent de l'oreille auprès des enseignants qui relaient, dans la mesure de leur force, les demandes auprès de leurs propres instances. C'est la même chose dans beaucoup d'endroits. On n'entend pas dans les médias cela, et c'est ça qui m'indigne personnellement, à quel point ce genre d'attente et ce genre d'engagement même qu'il y a dans certains segments des institutions. Les institutions, ce n'est pas des monolithes. Bien sûr, c'est un mammouth, l'éducation nationale, mais il y a des morceaux dans le mammouth qui ne bougent pas comme le reste. Ou comme le discours du plus haut qui est parfois très timide. Mais je crois que la période est favorable actuellement à faire entendre justement ce besoin de prendre au sérieux les valeurs et d'accoler correctement à laïcité l'idée de fraternité, l'idée d'égalité, l'idée de vivre ensemble. Mais c'est ça qui est bien en cause actuellement. Et si une volonté du terrain s'entend ou se fait entendre à l'échelle ici de Montpellier ou ailleurs,
Je crois que ça pourra aider peut-être notre pauvre gouvernement à faire entendre sa propre volonté politique à ce sujet. Parce que s'il en a une, elle est là. S'il en a une, elle est là, et pas ailleurs. Donc on souhaite l'entendre. Voilà, je crois que ça sera une chose. Merci de ces éclairages. Bon, c'est sûr que c'est une position très difficile, effectivement, d'être en tant qu'individu. Bon, mais chacun a une fonction attendue. Chacun, on attend des choses de chacun, mais à un certain moment, effectivement, il y a des personnes qui, par leur formation, leur métier, peuvent faire des synthèses. Et c'était important que Fabrice et Françoise puissent nous proposer une synthèse un peu, une espèce de miroir par rapport à ces 4 témoignages. C'est pas une synthèse, c'est une réaction, mais la synthèse, elle peut venir après. Une espèce de miroir avec, pas une synthèse.